On va parler maintenant d'initiatives qui changent tout en matière d'éducation, les cités éducatives. Autre manière d'accompagner les enfants de ces quartiers, l'école de la deuxième chance et les hubs de la réussite. Rost, on va parler d'éducation et de formation, c'est très très important, je vais dire vachement, non, l'éducation, il faut dire très important. C'est la base. C'est la base, c'est la base. Alors, on va parler de la cité éducative avec Cathy Labouille, et puis on va parler des hubs de la réussite avec vous, Benjamin Schroun. Alors, il y a vos organisations qui se préoccupent de cette formation, mais il y a aussi des associations qui font un travail formidable. Je pense en particulier à une association qui s'appelle la FRAEC, Fraternité pour l'égalité des chances, créée Amina Satouri. Amina Satouri, elle est mère de 3 enfants qu'elle a élevés seule. Elle habite dans ce quartier, qui est le quartier de la Noé. Et elle a créé une association qui regroupe aujourd'hui plus de 70 enfants. Alors, il y a plusieurs activités, évidemment le soutien scolaire, mais aussi le sport. Et là où elle a eu une idée formidable, c'est de dire... ils peuvent faire du sport, mais ils peuvent faire d'autres sports que ceux qu'on leur propose d'habitude. C'est-à-dire aller faire du golf, aller faire du cheval. Et c'est ce qu'elle a lancé, c'est cette formidable petite association qui s'appelle la FRAEC d'Amina Satouri. On était voir comment ça se passait avec justement 2 jeunes golfeurs. Green, caddie, club, ces mots n'ont plus de secret pour Daoud et Mohamed. Une fois par semaine depuis plus de 3 ans, ces 2 garçons de 16 ans se rendent au club de golf de Villennes-sur-Seine pour apprendre la discipline. J'adore le golf, surtout le practice. Et toute la semaine j'y pense quand j'en fais pas. Quand tu tapes la balle au practice, ça détend quand tu vois la balle partir loin. D'accord. Après même le jeu sur le parcours, ça me plaît. Ah ouais, elle est belle celle-là. 130 120 120. Les sports qui sont connus sur le quartier, on va pas se mentir, c'est plus voilà, le foot, la boxe. Tout au début, c'était très très difficile de le faire accepter sur le quartier parce qu'il n'était pas connu. C'est plus pour les gens aisés, pour les gens qui sont riches. Une chance qui leur a été donnée par l'association FRAEC, qui allie sport et aide à la scolarité. Elle est accompagnée par la fondation Gwenarous, qui permet aux enfants défavorisés de pouvoir accéder à des activités extrascolaires. Ça coûte cher. Et après, moi vu qu'on est beaucoup chez moi, ma mère elle aurait pas pu payer faire un sport pour moi cher et des sports pour les autres. Mais comment elle fait pas du golf comme ça? Ils m'ont dit c'est un sport cher. Moi je dis mais j'ai eu la chance d'avoir Amina. Du coup que grâce à cette occasion, j'ai pu en faire. Et sans eux, je ne serais pas là. Okay. Et je tiens à leur remercier. Venir aussi jouer au golf, c'est aussi l'accompagnement à ce sport, être respectueux, travailler la rigueur. Content de ton tir ou pas? Ouais. Moi, je la sens, ouais. Parce que quand je la sens pas la balle, c'est un kiff, c'est trop bien. On le voit avec nos jeunes maintenant, les golfeurs qu'on a, c'est de ne pas leur fermer les portes. Il faut qu'ils essayent ce sport et qu'il soit ouvert pour eux. C'est vrai que sans la fondation, les parents ne pourront pas payer la totalité de ce sport. Avec comme exemple les célèbres Bobby Jones, Tiger Woods ou encore Kyle Berkshire, Daoud et Mohamed ne comptent pas s'arrêter là. J'ai envie d'être pro et si possible au-dessus. C'est d'aller le plus loin possible, peut-être devenir pro un jour. C'est une fierté d'avoir mettre des jeunes qui sont là depuis 3 ans et demi dans le golf et de les accompagner, c'est une fierté pour nous. Une quinzaine d'enfants sont aidés par l'association sur la discipline du golf. L'association FRAEC envisage d'organiser plus de cours par la suite pour que les enfants puissent passer leur drapeau, équivalent du flocon pour le ski, et participer à des compétitions dans les Yvelines. Donc on va parler d'éducation, de formation. Cathy Labouille, vous êtes la chef de projet de la cité éducative. Alors là, on est à l'espace Borloo dans la cité de la Noé. Elle sera dans quelques temps tout près d'ici. Dans une école, Alors à la place d'une école. Oui, la cité éducative Simone Veil sera implantée effectivement, dans loin d'ici, en lieu et place actuellement de l'école d'Angelès, de l'espace Victor Hugo, avec aussi le collège Cassin en partie rénové.
Et Benjamin Schrone, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France et vous êtes le président des hubs de la réussite. Alors, il faudra qu'on précise ce que c'est, les hubs de la réussite. C'est un peu un nom générique qui regroupe à la fois l'école de la deuxième chance et aussi ce qu'on appelle les smart universités, ce qui permet de faire venir les enseignements de l'université ici plutôt que les étudiants d'être à se déplacer quand il n'y a pas d'université à côté de leur lieu où ils habitent. C'est ça ? C'est ça, en fin de compte, le hub de la réussite, c'est un écosystème autour de plusieurs métiers. Et dans cet écosystème, il y a plusieurs dispositifs, dont des écoles de deuxième chance, donc dans les Yvelines, en Seine-et-Marne, dans le Val d'Oise. Et des smart universités, ce sont des tiers-lieux d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'on fait venir l'université dans le territoire. Nous, on part d'un principe, c'est que dans nos territoires, que ce soit dans les quartiers prioritaires de la ville, soit dans la ruralité, il y a des talents qui s'ignorent, qui sont passés au travers du système éducatif parce que, pour plein de raisons, de parcours de vie, qui n'ont pas trouvé leur voie. Et nous, notre métier, en fin de compte, c'est de faire éclore ces talents. Et c'est c'est le métier du hub de la réussite. Et on en reparlera tout à l'heure. Et c'est la preuve qu'il y a des talents dans ces quartiers. Il y en a beaucoup. C'est une richesse. Oui, bien plus des qu'on le ressources pense. humaines, comme on dit, qui sont dans les quartiers. C'est nos ressources humaines qui, pour le pays, sont mal exploitées, si on peut utiliser ce terme-là, et qui sont une richesse formidable pour notre nation. Alors, on va parler de la cité éducative. On est allé vous voir. Il y avait une réunion avec Lydia Hugues, qui est la déléguée du préfet, et Karine Boischarin, qui est la principale du collège René Cassin. C'était un matin, vous étiez là. On regarde et puis on en reparle tout de suite après. Dispositif lancé en juillet 2018, les cités éducatives ont pour objectif d'intensifier la prise en charge des enfants de leur naissance à leurs 25 ans. Située dans le nord des Yvelines, Chanteloup-les-Vignes fait partie des 80 villes lauréates du label Cité éducative décerné par l'État. Le but, suivre les jeunes chantelouvais et chantelouvaises à travers tout leur parcours scolaire, mais aussi les ouvrir aux nombreuses opportunités qui s'offrent à eux. Et pour mettre en place ce projet, 3 copilotes, Lydia Hugues, déléguée du préfet en charge de la ville de Chanteloup-les-Vignes pour représenter l'État. Ça va apporter aussi aux acteurs de ce territoire une façon différente de travailler. Karine Boischarin, principale du collège René Cassin à Chanteloup-les-Vignes pour représenter l'éducation nationale. Nous confrontons les solutions que nous avions déjà et nous les enrichissons. Et Cathy Lamouille, adjointe en charge de la jeunesse et de l'éducation à la mairie de Chanteloup-les-Vignes pour représenter la ville. Tout le monde est impliqué dans cette dynamique éducative. Ces 3 copilotes ont pour objectif commun de créer des conditions éducatives optimales pour les jeunes chantelouvais. Pour y parvenir, elles doivent faire travailler ensemble tous les acteurs qui participent à l'éducation et l'épanouissement de l'enfant. L'idée, c'est de réunir tous les acteurs, que ce soit la ville, l'éducation nationale, les associations, les parents, pour faire alliance autour d'un projet pour les enfants et les jeunes d'un territoire. C'est l'esprit même de la cité éducative. Le fait de rassembler autour de l'enfant les différents acteurs sur les différents temps de l'enfant. Et avec une cohérence et la même volonté de faire réussir. La cité éducative bénéficie principalement aux habitants du quartier de la Noë qui représentent plus de la moitié de la population de Chanteloup-les-Vignes. Ce quartier connaît un taux de pauvreté de 37%, c'est 2 fois supérieur à la moyenne nationale et seulement 57% des 16-25 ans sont scolarisés. La plupart des disciplines font appel à la lecture et on voit à quel point c'est un frein parce que c'est quelque chose qu'on travaille en collaboration avec le premier degré et sur le second degré, et on voit que c'est source vraiment de décrochage d'un certain nombre d'élèves parce que l'accès à la lecture et à la langue française. Beaucoup de nos élèves ne parlent pas forcément le français à la maison. Pour faire face à ces difficultés, la cité éducative a permis de créer des postes inédits comme celui de référent suivi parcours lycéen pour accompagner les jeunes de Chanteloup après le collège. On n'a pas de lycée à Chanteloup-les-Vignes, mais elle a repéré 27 lycées différents sur lesquels sont répartis nos jeunes une fois au lycée. Donc c'est quand même assez important, avec des risques de décrochage scolaire. Et donc là, tout le travail et tout le savoir-faire de notre professionnel, c'est précisément d'accompagner les enfants, les jeunes sur les difficultés. Ce projet de cité éducative s'inscrit également dans un plan local d'urbanisation.
C'est complémentaire avec un gros projet de rénovation urbaine qui va s'appeler la Cité Simone Veil, en cœur de quartier. Cette nouvelle cité verra le jour en 2024-2025 et sera entièrement dévouée à l'éducation et à la culture. Elle comprendra notamment la démolition et la rénovation d'une école maternelle, primaire, mais aussi d'un collège. On va déjà avoir effectivement la destruction de l'école d'Orgelès. Les enfants de l'école d'Orgelès vont être accueillis dans une cité qui est en train de se construire, la cité Champeau, qui est un accueil temporaire pour les élèves du premier degré. Le projet prévoit aussi la construction d'une médiathèque et d'une ludothèque. L'intérêt d'une médiathèque et d'une ludothèque, c'est vraiment la possibilité pour les jeunes du territoire d'avoir accès aux livres, à la culture cinématographique, voilà, aux jeux de société, bien entendu. Et ce qui est intéressant dans ce type de structure, c'est le côté familial. Ce nouveau quartier devrait également accueillir une maison des parents, un espace multimédia et plusieurs pôles santé, formation, ambition, réussite, citoyenneté. Pour réussir à coordonner tout ça, les 3 copilotes et les acteurs du territoire se réunissent pour travailler autour de 4 axes. La cité éducative, elle s'articule autour de 4 axes. Un axe sur la parentalité, un axe sur le bien-être, la santé, un axe sur la communication, le langage, l'accès au numérique, et puis un dernier axe sur réussir, s'ouvrir au monde. Donc les actions, elles sont réparties par axe. L'idée, c'est de les découvrir. Il y en a beaucoup qui sont renouvelées par rapport à l'année dernière. Chacune des propositions est retranscrite sur une fiche détaillée en fonction de l'objectif visé, du public visé, des résultats attendus et du budget alloué. Tout ce qui sera capitalisé sur ces fiches permettra notamment à la Troïka d'asseoir sa décision, d'avoir peut-être aussi des réorientations d'actions derrière. La cité éducative de Chanteloup comprend 28 porteurs d'actions. Il s'agit d'associations, de parents, d'institutions qui souhaitent apporter leurs idées. Et là, ce matin, on est en comité technique avec différents interlocuteurs pour étudier les différentes demandes, voir si ça correspond aux critères, échanger les uns et les autres sur des réorientations, des points forts mais encore à travailler, de la transversalité du partenariat à construire. Voilà, c'est d'abord une réunion de pré-arbitrage, on va dire, pour construire la programmation 2022 de la cité éducative. Au total, le budget de la cité éducative représente un peu plus d'1 million d'euros. Répartis sur 3 ans, les financements seront assurés jusqu'en 2023. La cité éducative est née du plan Borloo. La première a été expérimentée à Grigny, justement. Et la particularité de Chanteloup, c'est quand même le projet urbain au service du projet éducatif. En fait, c'est le projet éducatif qui préfigure le projet urbain, qui lui-même est au service de la réussite du projet éducatif. Voilà. Donc, vous expliquez ça. Alors, vous pouvez répéter. Qui c'est qui commence? Voilà, c'est ça. Ceux qui commencent, ce sont les acteurs éducatifs de la ville. Et en fait, oui, la ville travaille depuis 2016 à un projet de rénovation urbaine en cœur de quartier qui regroupe une école, un accueil de loisirs, et pôle ado et un collège, avec l'idée de reconstruire et de créer l'école de demain, avec une ambition autour de la continuité éducative, de la coopération entre les acteurs éducatifs, travailler sur les atouts aussi des élèves, qui sont les langues, les arts, la culture, travailler sur le numérique et l'inclusion numérique, et faire une cité rayonnante, c'est-à-dire ouverte sur le quartier. Il ne s'agit pas de construire une école avec 4 murs et un toit, mais vraiment l'école de demain, avec des fonctions nouvelles, comme une bibliothèque, une ludothèque, une maison des familles, un pôle santé, un espace multimédia, etc. C'est-à-dire des fonctions qui seront... Tous dans le même établissement. Hein. En fait, c'est un peu conçu comme un campus éducatif. C'est-à-dire qu'il est prévu que ça puisse ouvrir en dehors du temps scolaire sur le quartier, les autres écoles, les 2 collèges, mais aussi sur les habitants hors temps scolaire pour que ça puisse être accessible à tous et que ce soit des lieux ressources culturels, éducatifs, de loisirs, numériques, etc., ouverts à l'ensemble de la ville. Et la conception, ça a été fait en unissant tout le monde ?
Alors oui, on a travaillé dès le début, c'était vraiment là une volonté très forte de notre maire de travailler avec l'ensemble des acteurs éducatifs sur une concertation. Donc on a co-construit un projet éducatif avec des grands principes comme la coopération entre les acteurs, le bien-être de tous avec des espaces verts et une cité rayonnante, de l'adaptabilité, donc avec la conception de bâtiments modulables et adaptables, et puis aussi l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'extérieur, pas seulement le reste de la ville, mais aussi le monde. C'est une manière en fait de désanctuariser l'école en fait. Alors, ce que beaucoup demandent depuis très longtemps. Alors oui, c'est une conception nouvelle de l'éducation. En fait, on fait éducation ensemble et grâce à ce projet innovant, on a obtenu, la ville de Chanteloup a été une des premières à obtenir le label Cité éducative en septembre 2019. Donc vous disiez, depuis 2019. Issu aussi du plan Borloo, issu de tout le travail de la ville autour de la politique éducative. Puisque là, c'est quand même particulier qu'une ville se saisisse à ce point-là d'une politique éducative. Donc c'est une conception nouvelle de l'éducation dans le sens où il y a 3 pilotes, ça se pose sur la politique éducative de la ville, de l'éducation nationale et de l'État. Donc on est 3 copilotes, comme vous le disiez au début, oui. Patrice, sur cette cité éducative et on construit autour de 4 axes. Sur la parentalité, la coopération, le bien-être et le travail intercatégoriel, on va dire, le travail en coopération, sur la partie langage, langue, culture et numérique, mais aussi ouvrir les jeunes, ouvrir le champ des possibles, c'est dans les grands objectifs de l'État sur les cités éducatives, montrer aux jeunes qui peuvent avoir de l'ambition, leur donner des repères, leur donner un réseau pour qu'ils puissent aller plus loin dans leurs ambitions. Et puis, on est là pour construire le parcours éducatif des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans. C'est ma mission. C'est une expérience qui est née de la propre imagination, de notre propre imagination française, ou il y a des exemples à l'étranger qui ressemblaient à ça et qui ont marché? Alors, justement, la cité éducative, c'est justement la possibilité de faire de l'innovation éducative et de l'expérimentation. Donc, bien évidemment, on travaille avec Éducation nationale, oui. Les associations, les services de la ville, les services de la ville, les parents. Surtout au niveau des acteurs éducatifs, les parents sont essentiels. Donc on travaille à des expérimentations nouvelles. On met en place par exemple des espaces Snozelen sur la gestion des émotions pour les enfants, etc. On travaille sur les neurosciences. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que l'éducation nationale elle-même est dans cette volonté d'expérimentation. Et donc là, on construit une culture éducative commune. Chacun ne reste pas sur sa culture institutionnelle, on va dire, et professionnelle. On construit une culture commune. C'est vraiment un des enjeux forts de cette cité éducative et de ces cités éducatives, puisqu'il y en a quand même un certain nombre en France. Ça fait école pour le cas. Et est-ce qu'il y a des passerelles qui sont prévues justement entre les différentes structures, sachant que aujourd'hui, on a quand même la question de l'enfermement. Souvent, les gens, tout est fait pour que les gens restent dans leur environnement et n'en sortent pas. Et comment, à travers un projet comme ça, on pourrait pousser les jeunes justement à sortir de leur environnement, à aller voir autre chose? Alors justement, au lieu de travailler comme ça en silo, les formations interprofessionnelles déjà nous apprennent et nous permettent de travailler tous ensemble, les acteurs de l'éducation. On a un axe très fort au niveau de notre cité éducative, c'est la réussite et les parcours éducatifs des jeunes de 16 à 25 ans. Et là, on a une chargée d'éducation, enfin chargée de parcours éducatif des lycéens, puisqu'on n'a pas de lycée à Chanteloup. Donc ça a permis d'étendre le territoire éducatif de la ville à 27 lycées différents, vous vous rendez compte, sur lesquels sont répartis nos jeunes de la seconde à la terminale. Donc on a déjà étendu notre territoire éducatif au-delà de la ville. Et en plus, ça donne une vraie attractivité à ce territoire. On travaille avec l'ESSEC, le Centre Égalité des Chances, sur une dimension d'excellence. Il y a une grande école, pourquoi pas moi, tout un programme. Et Trouve ta voie aussi sur l'orientation.
pour donner de l'ambition aux jeunes, leur faire travailler aussi sur l'estime de soi, sur l'ouverture culturelle, sur les ansales orales, enfin voilà, toutes ces dimensions-là qui sont essentielles, à la fois dans l'éducation, dans le monde du travail, dans la formation, et ce que je disais aussi pour le monde du travail. J'ai une question à Benjamin Schrone aussi. Hein. C'est au fond une révolution dans la manière de concevoir l'éducation, mais comme le sont les écoles de la 19e chance ou les hubs de la réussite. Est-ce que c'est facile à porter? Est-ce qu'il n'y a pas de résistance? Il y a des gens qui vous disent, attendez, mais l'école c'est fait pour donner un enseignement qui soit le même partout et on ne change rien quel que soit le lieu. On entend beaucoup ça. Des enseignants qui peuvent dire travailler avec des parents c'est pas facile, ou avec. Est-ce qu'il y a des résistances, ou est-ce que finalement les résultats que vous obtenez finissent par vaincre ces résistances? Alors, on a vraiment l'appui au niveau national de l'éducation nationale, qui est des résistances de toutes parts, chez le service de la ville, voilà. Là, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble, et on a des équipes qui sont là depuis longtemps. On a très peu de turnover sur la ville de Chanteloup. On a des gens impliqués. L'éducation nationale fait déjà un travail exceptionnel, avec en plus tout le réseau d'éducation prioritaire déjà habitué à ce travail transversal. Donc en fait, il faut avoir un maire qui a une vraie vision pour sa ville, une équipe municipale qui a une vraie vision, et ça s'appuie aussi sur cette même dynamique éducation nationale État. Benjamin, vous voulez répondre à c'est quelque chose peut-être de réticence, moins optimiste, peut-être. Oui, parce que vous êtes au cœur aussi d'une expérience innovante. Si tout était parfait, on n'existerait pas. Simplement. Les jeunes qui viennent dans les écoles de même chance, à la Smart Université, ou ce qu'on fait aujourd'hui avec la ville sur les cours du soir et le soutien scolaire, on fait ça aussi parce que le système d'éducation nationale, c'est un système de masse qui gère la masse. Et nous, on gère des individus qui ont des parcours de vie, qui ont eu des difficultés, et on les gère individuellement. C'est la particularité des dispositifs du Hub de la réussite, c'est qu'on a des parcours individualisés. Et souvent, le premier acte de ce parcours, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'estime de soi, c'est dire tu es capable de. Pas tu es en échec, tu n'as pas eu ton brevet, tu as redoublé, tu es un décrocheur. Donc les aspects négatifs que parfois renvoie l'éducation nationale, parce que le système est fait comme ça. Mais c'est vrai que le système de masse fait que y a de l'échec. C'est pas grave. L'échec scolaire, on ne sait pas trop quoi faire contre. Quoi faire. Enfin, les Smart Universités, j'allais dire, elles se remplissent grâce et à cause de Parcoursup. Des jeunes qui sont exclus par Parcoursup, qui ont envie de faire un BTS, dans les Yvelines. Et dans leur vœu, on leur dit non, pas possible. Il n'y a pas de place, ton dossier n'est pas assez bon, tu ne rentreras pas. Mais qui ont envie de faire leur BTS. Ils arrivent chez nous. Nous, les gros des cohortes arrivent après les vœux à mission de post-bac parce que ils n'ont pas de choix. Alors, déjà de trouver un début de solution, c'est déjà résoudre le problème. C'est dire qu'il y a un problème, c'est pas très grave qu'il y ait un problème. Enfin, rien n'est parfait dans la vie. Et je vous rejoins. Si le hub s'est implanté dans Chanteloup, c'est qu'un jour, le maire de Chanteloup est venu me voir à Argenteuil pour travailler sur l'école de chance dans les Yvelines et l'implantation à Chanteloup. Et on ne peut rien faire s'il n'y a pas la volonté politique d'une commune, d'une agglomération, d'un département. Parce que c'est tous les acteurs, c'est un écosystème qui se met au service des jeunes. Alors pour citer Jean-Louis Borloo, qui le disait souvent, c'est tout un village qui éduque un enfant. C'est tout le monde qui le fait. Tout le monde à son niveau. Ça se voit qu'il travaille en Afrique. Et toute la ville pour le faire réussir. Voilà. Et toute la ville pour le faire réussir. Mais, moi, je suis un bébé Borloo. J'ai œuvré à ses côtés pendant quelques années. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je me suis retrouvé dans ces écoles-là et dans ces dispositifs-là. Mais oui, rien n'est parfait. Le système d'éducation nationale ne résout pas tous les problèmes. Et c'est pas grave. Ce qui est grave, ce serait de dire tant pis, on laisse... dans l'échec, non, il y a la bienveillance de la République qui a trouvé des systèmes parallèles pour pouvoir les accompagner. C'est ça qui est important. Tout à l'heure, vous parliez justement il y a quelque chose qui m'a marqué, vous parlez de rendre les enfants aussi auteurs de la production de la connaissance. Ça me rappelle d'ailleurs une méthode Montessori et la méthode Freinet. Est-ce qu'à terme, l'éducation nationale doit sortir justement de ses règles habituelles pour arriver à ça?
Alors, on est justement, quand on parle d'expérimentation éducative, c'est vraiment main dans la main avec l'éducation nationale. On a un groupe thématique, par exemple, de réflexion sur le travail personnel de l'élève, avec 4 sous-groupes. Donc là, c'est complètement intercatégoriel, avec des parents aussi qui sont impliqués. Et on a la chance d'avoir des principales de collège, l'inspectrice aussi éducation nationale, complètement impliquée dans cette innovation. Pédagogique là pour le coup, avec du mobilier innovant. On a par exemple des collèges équipés pour les enfants en neuroatypiques, avec des tables en hauteur et un vélo, vous voyez, un pédalier pour permettre de décharger l'énergie, le trop plein d'énergie. Voilà. On travaille complètement. Pas mal. Et dans le cadre de la cité. Mais il y a des enfants qui apprennent mieux en marchant, par exemple. Alors qu'on leur demande de rester assis. Donc on va prendre vraiment le pari de cette expérimentation-là. Et dans le cadre du grand chantier Cité Simone Veil, il se trouve que pendant 2 ans, le temps du chantier, l'école... vous avez déjà commencé, ça existe déjà dans la Cité Champeau. Ouais. Et donc la Cité Champeau, c'est un lieu d'incubateur de projets qui va permettre de lancer des innovations. Exemple, vous faites des expérimentations là. Expérimentation, mais sans pour autant. Alors, faut vraiment. Sans aller dans l'inconnu complet, non. C'est ça, avec toujours le respect de principe et puis surtout de l'enfant et pour la réussite de l'enfant. Un exemple d'expérimentation, par exemple, à la demande des parents, la création d'un pédibus. Réussir à... Vous voyez, on est vraiment sur un autre champ que... Justement, c'est quoi le rôle des parents? Comment ils sont dans ce projet? Ils sont très intervenants? Mais je voudrais que mon fils ou ma fille fasse ça? Ou ils sont plus collectifs? Alors, ils aimeraient bien que les enfants réussissent. Ils ont peur que ce soit un dispositif de plus. Or, c'est vraiment une nouvelle façon de penser l'éducation. Ils veulent pas qu'on se serve de leurs enfants pour faire de l'expérimentation mode cobaye. C'est pas ça non plus. Donc, on les associe complètement et ils sont très impliqués dans la réussite de leurs enfants. Vraiment, après, il faut qu'on les conforte aussi dans leur rôle de parents. C'est un travail de confiance et qu'ils comprennent qui est un peu différent de celui des enseignants, etc. Voilà, et qu'ils ont le droit d'intervenir. Chacun son job, quoi, aussi. On travaille avec le centre social, on se rend compte, et donc beaucoup de parents, que quelquefois, ils n'osent pas poser des questions aux enseignants parce qu'ils ont l'impression que c'est un manque de confiance. Or là, on les conforte. Alors, on travaille beaucoup avec eux. Par exemple, on va créer un film qu'on va traduire en plusieurs langues sur être enfant à Chanteloup, de petits jusqu'à 25 ans. Qu'est-ce que ce territoire apporte, associations, services de la ville, le département également, pour les parents, pour les enfants. Et donc, traduit en plusieurs langues. Donc là, on a pris en compte cette dimension vraiment grande interculturalité et moi je le pense comme une richesse de ce territoire. Voilà. Et c'est les habitants eux-mêmes et les professionnels qui vont, alors non pas traduire, parce qu'on a un interprétariat, mais qui vont dire, ils vont avoir leur voix enregistrée sur le film. Donc on a vraiment une participation active des parents. Et en plus, l'origine de ce projet, c'est donc qu'on a lancé un appel à initiative éducative, tous acteurs de l'éducation, pour que les parents puissent, les jeunes, les professionnels, proposer des innovations éducatives qui sont validées par un jury. On a fait ça de façon très très rigoureuse et très sérieuse, avec un grand respect. Et donc ce projet a été validé. On a l'impression d'être sur une autre planète en fait. On n'est pas sur la planète France. Non, c'est ça qui est planète Chanteloup, ça, justement, on est ravis d'être là parce que ça permet de mettre en lumière tout ça et des belles initiatives. Et cette idée, justement, parce que pendant très longtemps, on a reproché à l'école d'être fermée et on a beaucoup se sont déchargés sur l'école en disant que c'était à l'école d'éduquer les enfants. Et tout ce travail permet justement d'associer les parents à l'éducation. Et alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, d'après vous, faire ce travail que certains demandent depuis un certain temps, c'est-à-dire de changer le nom de l'éducation nationale et de l'appeler désormais l'instruction nationale?
Alors, ça s'appelait l'instruction publique il y a très longtemps. Mais est-ce qu'il ne faut pas revenir à ça? Parce que quand on dit éducation nationale, les gens pensent que c'est l'éducation. Oui. Alors, il ne faut pas juste s'arrêter à une appellation. Ah, mais sauf que ça a des incidences énormes sur les gens. Appelons ça cité éducative. Voilà. Pas mal déjà. Voilà. Non, mais vraiment, on est dans l'alliance éducative. Et je vous rejoins complètement sur comment penser autrement. On est dedans. Et les enseignants eux-mêmes ont déjà beaucoup évolué dans leur façon de concevoir leur métier et leur rôle. Il y a des cafés des parents qui fleurissent dans les écoles. Il y a ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. C'est un dispositif éducation nationale pour permettre aux parents allophones primo-arrivants de mieux maîtriser le français. Donc il y a déjà beaucoup d'ouverture. Et dans les réseaux d'éducation prioritaire, il y a des parcours comme le parcours santé, le parcours citoyenneté, le parcours... Voilà. Il y a déjà des choses... ça facilitait beaucoup le travail et les missions qui sont les miennes, mais l'action de la ville au niveau. Alors, je présente un super idéal parce que c'est quand même ça qui nous porte. Après, il y a le terrain qui va parler. Il n'y a pas des difficultés, des embûches et au fur et à mesure du parcours, mais on y croit. Il y a un truc qui change un peu, et c'est vrai aussi pour les hubs de la réussite, c'est-à-dire que on peut le regarder comme on veut, mais enfin, dans les quartiers dits de la politique de la ville, généralement, les écoles qu'on avait, c'était quand même pas les meilleures. Je vous ai dit au téléphone au rabais, vous n'avez pas aimé. Mais... Non, j'ai pas aimé. Mais là, on est en train de changer de perspective parce qu'on a l'impression que c'est l'excellence qui vient dans ces quartiers. D'ailleurs, peut-être bien, si ça marche, je ne vois pas pourquoi ça resterait dans les quartiers de la ville, des cités éducatives. Pourquoi il n'y en aurait pas dans le 16e arrondissement? Non, mais je veux dire, on va en voir ailleurs. Vous riez, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Tout à fait. À ceci près que... Et comme les écoles de la deuxième chance, non? Les écoles de deuxième chance, ça ne concerne pas que... Oui. Moi, je tairai les noms de... Mais c'est m'arrivé que des enfants de grands patrons, de parlementaires, etc. m'appellent pour me dire... Mon enfant a décroché, j'arrive plus à le remettre dans le système d'éducation, je sais pas ce qu'il veut faire, il sent pas bien à l'école, est-ce qu'il peut venir chez toi à l'E2C pour qu'on puisse avoir un parcours d'insertion avec lui, parce que on sent qu'il veut travailler, mais il sait pas où, mais il veut travailler. Nous, au Hub de la Réussite, on fait pas de l'insertion sociale, on fait de l'insertion économique. Notre but, c'est qu'à la fin d'un parcours, les jeunes puissent s'insérer économiquement, parce que pour nous, la réussite, en fin de compte, se passe aussi par le travail. Voilà. Mais je crois qu'on en reparlera dans quelques instants. On va en parler dans quelques instants. Non, mais c'est vrai que d'une certaine façon, c'est l'excellence qui est là, quoi. Oui. De l'innovation, de la ressource est là. La ressource humaine est là. La ressource humaine, et puis on essaye des choses, quoi. Il y a la volonté politique. Volonté politique. Ça, c'est fondamental. Et vous disiez, ça pourrait exister dans le 16e. Oui, à ceci près que nos jeunes ici manquent quand même de réseau, manquent de perspectives. Si on les accompagne pas, si on leur montre pas, ne serait-ce que la diversité des métiers qui existent, sachant que les métiers de demain n'existent pas encore. Donc on construit aussi avec eux le monde de demain. Et donc, on est aussi en train de rééquilibrer des inégalités de territoire aussi sur des villes en quartier politique de la ville. Quand je disais ça, je veux dire, ça pourra être aussi, parce que par ces expérimentations, une piste pour l'éducation nationale d'une façon générale. Voilà, c'est ça que je veux dire. On a déjà rencontré, on rencontre à plusieurs reprises le DAZEN, donc le directeur d'Académie Service Éducation Nationale, qui est très intéressé par justement l'expérimentation, le fait qu'on construise pour maintenant l'école de demain, on va dire, avec cette dimension, et là on revient sur la partie citée Simone Veil, que l'évolution des besoins, c'est-à-dire que pour dans 30 ans, les besoins auront encore évolué, et donc la conception même, on revient au projet architectural, conception même du bâtiment, c'est que ce soit en plateau modulable. Voilà, dans cette dimension-là, le cabinet d'architectes travaille dessus. Et on a, avec le cabinet Indivisible, qui est un cabinet assistance à maîtrise d'ouvrage, qui nous a accompagnés dans toute la démarche de concertation avec les habitants, les parents, les professionnels, on a créé un plan des usages. Voilà, plan des usages des différentes fonctions. Voilà, et à la fois ce qu'on y attend, ce qu'on veut et puis comment on veut travailler ensemble.
Alors on va parler des hubs de la réussite. Auparavant, je disais, il y a aussi des associations qui s'occupent de ces talents, parce que les hubs de la réussite, ça repose sur l'idée qu'il y a beaucoup de talents dans ces quartiers. Et je propose de voir le portrait de Joachim. Alors Joachim, c'est un jeune garçon qui était tellement émotif que des médecins avaient dit à sa mère il faut le mettre dans un hôpital psychiatrique. Et au lieu de le mettre dans un hôpital psychiatrique, elle l'a inscrit dans cette compagnie que vous connaissez bien, Cathy Labouille, qui est la compagnie des contraires, qui a été créée par Neuza Tomasi il y a une trentaine d'années, qui est à la fois un cirque, une école de théâtre. Et Joachim, il est devenu la vedette d'un film qui a été consacré à cette compagnie des contraires. Ce film s'appelle Le Repère des contraires. Il est de Léa Rinaldi. Il a été présenté au Festival de Cannes l'année dernière. Et je vous propose de voir le portrait de Joachim et de sa maman d'ailleurs. C'est un portrait signé Vicente Meriem Santisteban. Comment ça, vous regardez là? Hein? Arrêtez! Aujourd'hui une passion, le théâtre était au début un échappatoire pour Joachim. Enfant, il avait des difficultés à gérer ses émotions. Je suis allé au théâtre et j'ai vraiment trouvé un truc super, quoi, de permettre de jouer un rôle, d'exprimer des émotions, et puis c'était l'éclate, quoi. Et puis d'un seul coup, il était valorisé aussi. Il était mis en lumière, alors que jusqu'alors, les instituteurs ne savaient plus trop comment faire avec lui, quoi. C'était un enfant qui était tellement dévoré par ses émotions qu'il était incapable de produire quoi que ce soit à l'écrit. C'était des crises de larmes sous sa chaise. Des fois, j'étais obligée de venir le chercher, le calmer à la maison. Il y avait toute une prise en charge aussi par un psychologue. C'était très compliqué. Je comprends qu'à l'école, c'était pour les profs aussi très très compliqué. Mais c'est ça lui a permis ça, le théâtre, de pouvoir s'exprimer. Il a vécu aussi du harcèlement, forcément, quand on montre une différence. Et c'est ça qui est formidable. C'est ce qu'il a pu dire aussi, c'est qu'à un moment donné, tu avais exprimé un truc comme ça. Une prof t'avait dit, mais comment, quand les autres rigolent de toi, comment ça te touche pas? Et tu as dit... Ouais, je me mets une barrière, quoi. Je fais une barrière avec eux. Ouais. C'est mental, quoi. Il dit. Et ça, j'ai vu que c'était ça, le théâtre aussi. C'est ça, comment ça aide. Ou je l'ai déjà vu jouer au chapiteau, où ça rit parce que des fois il y a les centres de loisirs, ça rigole et tout, mais malgré tout, il faut dire son texte au-dessus de tout ça. Et c'est ce qui l'a aidé. Joachim rend souvent visite à son professeur et aux enfants de la compagnie des contraires. Comme eux, il a appris la pratique théâtrale sous ce chapiteau à Chanteloup-les-Vignes. Plus du théâtre général, où j'ai des facilités juste à apprendre le texte, et après, quand on a le texte, il y a donc par exemple Lassad qui est mon professeur de théâtre, qui m'apprend comment je vais jouer ce texte, quelle pause aussi, parce que par exemple un silence, c'est vraiment c'est dans la scène, et c'est ce qu'il faut intégrer dans la scène c'est un peu comme la musique, il faut que ce soit vraiment tout harmonieux, et ça permet vraiment de faire une belle pièce, quoi. On a estimé depuis l'année dernière qu'il est prêt pour poursuivre le travail tout seul. Et maintenant qu'il est au lycée, donc il aimerait bien faire un bac théâtre et aller plus loin, pourquoi pas faire des études supérieures et devenir comédien. Des enseignements de Lassad qui servent au quotidien aux jeunes acteurs. Maintenant, ça se passe très bien. Première fois que j'ai des encouragements sur mon bulletin, et puis je progresse, et puis bien sûr le comportement il est beaucoup mieux, quoi. Ne serait-ce que pour ton brevet, il avait une chose à l'oral à présenter, et il l'a fait devant moi, il reste debout, je lui dis mais non, tu dois t'asseoir. Il me dit non, moi j'ai appris comme ça, parce que l'ancrage il est comme ça. Et si je reste debout, je vais le dire autrement, et effectivement. Et au final, j'ai eu une bonne note pour l'oral.
de théâtre de Monsieur Molière. Je peux enfermer ce que bon me semble. Ne serais-tu point un homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché ? Créée en 1991 par Neuza, une femme tout juste arrivée du Brésil, la Compagnie des Contraires est une association de Chanteloup-les-Vignes. Sa vocation, travailler sur l'inclusion et l'insertion par l'art. C'est bien sûr le cas de Joachim. Un jour, il est arrivé ici et j'ai compris tout de suite que Joachim, il avait une sensibilité spéciale et que le théâtre pourrait être pour lui vraiment le chemin de la lumière. Il tenait toujours le rôle principal. Alors, il était vraiment, il est toujours un moteur de toute la troupe de théâtre qui s'appelle Sentinelle des Contraires. Il a évolué beaucoup, Joachim. Il continue à évoluer. C'était très, très compliqué pour moi de gérer cette situation. Et en même temps, la première fois que je l'ai vu jouer au théâtre, c'est-à-dire qu'on vous fait voir une autre facette aussi de votre enfant, de ce qu'il est capable de faire. C'est pas uniquement ce que vous renvoie à l'école, d'un enfant compliqué, qui n'a pas sa place ici. Enfin, c'était violent. Neuza, elle a rien voulu savoir de mon histoire personnelle, de son histoire personnelle. Elle l'a pris comme ça. Et elle a sorti ce qui était bon de lui. Alors, vraiment, ouais, on peut dire que merci, quoi. Elle me pousse vers le haut toujours, mais elle pousse pas que moi, hein, mais vraiment tout le monde. Et elle cherche le meilleur de tout le monde, quoi. C'est... Avec une rigueur, attention, hein, on ne fait pas n'importe quoi. Hein, c'est parce que derrière, il y a aussi toute une démarche éducative. Et quand on le questionne à propos de son avenir... C'est un peu compliqué parce que bon, je suis pas devin, mais bon, moi ce que j'aimerais faire, c'est vraiment comédien. Après, il y a comédien, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut passer à la radio, passer à la télé, être acteur dans les cinémas, dans le théâtre. Et moi, je serais plus là pour l'instant le théâtre. Et je vais voir s'il y a d'autres choses qui me plaisent. Il y a doubleur aussi, il y a plein de choses. Joachim joue également le premier rôle du film documentaire sur la compagnie, intitulé Le repère des contraires de Léa Rinaldi, un rôle comme un symbole pour lui qui a fait du chapiteau son repère, même si à 15 ans aujourd'hui, la compagnie ne fait plus partie de son quotidien. On va parler, Benjamin Schroum, des hubs de la réussite. Les hubs de la réussite, il faut dire, on l'a dit un petit peu, mais on va le rappeler, hein, c'est à la fois l'école de la deuxième chance et c'est à la fois les Smart Universités. Alors, le hub de la réussite, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un écosystème. Donc, on a plusieurs métiers. Hein, c'est révéler, former, accélérer. On part du principe que dans nos quartiers, dans la ruralité, il y a des talents, qu'on est là pour faire éclore ces talents. Et si, pour reprendre... une métaphore qu'on utilise souvent et que je trouve inappropriée, on parle souvent de l'ascenseur social. Nous, au Hub, on parle plutôt d'un escalier. Le jeune qui arrive chez nous, il va faire des efforts pour monter les marches. Nous, on est la rampe qui va l'aider à monter les différentes étapes. Quelquefois, la marche sera haute, on pourra lui prêter notre épaule, mais c'est lui de faire l'effort de se former, d'être assidu dans ses stages en entreprise, de réviser ses partiels pour son BTS, de réviser ses cours, de bachoter quand il vient chez nous en cours du soir. Mais c'est sa volonté qui est la clé de sa réussite. Et nous, il faut qu'il veuille au départ. Hein, il faut qu'il veuille. Une volonté. On crée les conditions pour qu'il se rende compte qu'il a les capacités. Souvent, on lui a dit, tout à l'heure par l'éducation nationale, on lui a souvent dit ou souvent fait comprendre, ce qui est pire, qu'il n'avait pas les capacités pour réussir. Chez nous, on va lui expliquer qu'il a les capacités pour réussir et qu'on va l'accompagner à cette réussite. C'est la philosophie. Justement, quel est votre public cible à la base? Alors, suivant le dispositif, on a des publics cibles différents. Les écoles de deuxième chance, c'est les jeunes entre 16 et 25 ans qui sont ni diplômés ni formés. C'est des fameux décrocheurs longs, en fin de compte, ceux qui ont arrêté leur cursus lycéen avant le bac ou juste après, qui ont pendant longtemps pas été formés, qui sont ces jeunes qui sont restés trop longtemps dans un canapé en train d'attendre que ça se passe, qui nous sont envoyés par les missions locales et par le réseau. Une ville comme Chanteloup, vous avez un réseau d'acteurs. On parlait tout à l'heure des clubs de sport. Les clubs de sport sont des très bons prescripteurs de jeunes, puisque les entraîneurs, ils connaissent bien les jeunes, ils savent qui est plus scolarisé, qui pourrait réussir. On ne s'emploie pas assez à utiliser ce réseau-là
d'entraîneurs de sport qui connaissent bien ces jeunes dans les quartiers. On vous en envoie aussi, la cité éducative. Oui, bien sûr, la cité éducative. Quand je pense à la vie de Chanteloup, je mets tout le monde. Même je pense que Catherine Arnoux, à titre personnel, elle nous envoie des jeunes tous les jours. Elle est capable. Elle est capable, oui, ça, en doute pas, 30 secondes. Donc voilà pour les écoles de la même chance. Pour les jeunes en Smart Université, donc en tiers de lancement supérieur, c'est des jeunes qui ont le bac ou le niveau bac, qui n'ont pas réussi à s'inscrire dans un BTS ou à faire une formation universitaire, qui veulent reprendre des études. Vous parlez parfois des gens qui ont été écartés par le Parcoursup, c'est ça ? Qui n'ont pas réussi à avoir leur vœu Parcoursup, ça c'est une partie importante de jeunes aussi, et qui viennent s'inscrire chez nous, ils deviennent étudiants, ils vont s'inscrire à un BTS, ils vont passer leurs examens, ils vont passer leur bac aussi via le DAUE, et vont reprendre un cycle d'enseignement supérieur à Chanteloup. Donc on a créé une université à Chanteloup. Chanteloup est une ville universitaire. Oui, absolument. On ne dit pas assez. Mais on aura tout à l'heure des témoignages de jeunes étudiants qui ont suivi, grâce à vous, c'est eux qui parlent le mieux de l'école de la deuxième chance. Nos jeunes et nos formateurs. Mais ça veut dire quoi ? On a les meilleurs cours universitaires, là, ils sont à Chanteloup ? En fin de compte, ils vont s'inscrire en BTS via le CNED. Ils vont avoir une formation à distance via le CNED, comme tout un chacun. Et nous, la particularité, c'est que vous allez avoir un coach qui va l'accompagner tout au long de sa scolarité. Ce sont des accompagnements individualisés ou... Tout à fait. D'accord, ok. Il va l'accompagner pour voir si il a bien rendu ses devoirs, s'il a des difficultés à comprendre. Il va aussi l'accompagner pour qu'il ait sa bourse au Crous, parce qu'il est étudiant, pour qu'il ait peut-être une aide avec la mission locale. Tous les freins qu'il peut avoir dans son parcours d'étudiant, on va l'aider à les lever avec lui. Et on va le motiver, le suivre, vérifier que ça réussit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les étudiants du CNED, on a de meilleures réussites dans les Smart Universités du Hub qu'au CNED en moyenne. Ah, c'est dingue. Sachant que le CNED, vous avez quand même une grande partie qui sont des expats qui vivent loin, qui ont un niveau socioculturel sans doute un peu plus élevé que nos jeunes de nos quartiers. Mais moins accompagnés. Mais ils sont moins accompagnés, moins coachés. Donc c'est vraiment le travail du coach et des coachs, et ça je félicite, parce qu'ils lâchent pas l'affaire comme on dit, et ils passent un temps de dingue pour les faire réussir. C'est l'objectif. C'est génial. Ça coûte cher ça, non ? Alors ça coûte cher, oui. Comment vous êtes financé, pardon ? Alors nous on est financé, parce que vous ne le voyez pas à la télé, mais il y a Catherine Arnaud qui est dans mon ongle, donc quand je dis coûte cher, elle a peur que je demande une subvention au département. Au département, pas à la ville, je te promets. Alors la Smart Université est labellisée Campus Connecté, donc elle est financée par l'État sur un appel à projet. Et puis vous avez des financements aussi d'autres collectivités. Il y a la mise à disposition des locaux par la ville de Chanteloup. Et sur l'école de la même chance, c'est l'État, la région et les collectivités qui abondent le budget. Mais comme tout à l'heure vous disiez, c'est la volonté des élus locaux de porter ces projets-là sur leur territoire et de pousser pour que l'ensemble des collectivités puissent financer ces projets-là. C'est vraiment, on a des Smart Universités, on en a dans 93, on en a un peu partout en Ile-de-France. C'est souvent des maires qui viennent nous chercher en disant « je veux » et on va se débrouiller. Au départ, on part avec une feuille blanche, on ne sait pas si on aura l'argent pour ouvrir ou pas, mais les maires se débrouillent d'aller trouver les appels à projets, les subventions, etc. C'est vraiment cette volonté de faire réussir sa jeunesse qui est le moteur, en fin de compte, des ouvertures des Smart Universités, des hubs de la réussite. Et donc, et sur le territoire, les hubs de la réussite, c'est depuis 2019, je crois. Ouais. D'accord. C'est le premier qu'on ait ouvert en Ile-de-France. D'accord. J'ai une certaine pression pour l'ouvrir en premier ici. Je terrible la personne qui m'a mis la pression. Je crois qu'il y avait un local. Alors, au départ, c'était une histoire de local, je crois. Il fallait trouver des locaux, il fallait les aménager, il fallait trouver les budgets. Livres. Voilà, il y avait venez, on va se débrouiller. Et ça a été fait très rapidement, parce que je pense qu'en moins de 6 mois, on a ouvert un dispositif. Aujourd'hui, on accueille plus de 90 jeunes en école de la même chance par an ici à Chanteloup. Près de 7 sur 10 ont une sortie positive, c'est-à-dire que soit ils trouvent un emploi ou une formation, ce qui est une belle réussite. Et sur les BTS, alors je crois que sur les bacs, on est à près de 100% de réussite. Et sur les BTS, on doit être à 7 sur 10 d'obtention du BTS. Je regarde ma responsable de la Smart Université qui est
contre-champ là-bas, mais qui me... Ah, vous avez vous avez des Twitch partout, vous avez des gens partout là qui... Je suis hyper... Alors, je sais pas si je suis entouré ou encerclé, mais je pense que je suis entouré. Et vous êtes bien entouré. Voilà, je suis bien entouré, mais parce que en fin de compte, la réussite de ces jeunes-là, parce qu'il y a des professionnels qui, chaque jour, dépensent une énergie considérable. Ouais. Parce que vous savez, c'est quand on a individuel, en commencé fin de cette compte. émission-là, on est tous fascinés par le dévouement de tous ces gens qui travaillent. Parce que, alors, tout à l'heure, vous parliez des locaux, ça nous était important pour nous, on en a beaucoup parlé avec Catherine, que les locaux, ils ressemblent pas à ce qu'on pouvait entendre de locaux de centres de formation ou de maisons de quartier comme on pouvait faire dans les années 90, c'est-à-dire un truc un peu lugubre. Nous, nos locaux sont colorés, sont pratiques. Quand on en rentre, on pense plutôt à un tiers-lieu de start-up ou d'incubateur d'entreprise, parce que c'est important aussi que dans la démarche d'insertion, on les respecte aussi par les locaux, que les locaux puissent aussi respirer la réussite. Il ne faut pas que ce soit du low cost. On est en train de mettre en place ces cours du soir entre 18h et 20h. On a fait plus de 800 heures de cours du soir depuis novembre avec les lycéens de Chanteloup. Ça va de les accompagner sur leurs devoirs, un peu de méthodologie. C'est 36 lycéens qu'on accompagne. Voilà, c'est ces petits projets-là qui font qu'un territoire réussit en fin de compte. C'est pas les gros projets qui viennent d'en haut, qui tombent. C'est des projets qui sont faits en co-construction avec les acteurs du territoire. C'est ça qui est intéressant. Et qui répondent complètement aux besoins du territoire. C'est ça qui est bien, qui émane en fait. Et avec l'impulsion de Catherine Aronou, on travaille de façon vraiment privilégiée avec les acteurs locaux. On a aussi des experts, on va dire, des associations et cabinets qui viennent de l'extérieur, mais la première volonté, c'est de travailler avec les acteurs locaux qui ont une vraie compétence, un vrai savoir-faire et un contact direct avec la population. Et ce qui est important, nous, je vous disais tout à l'heure, on fait de l'insertion économique. C'est-à-dire que on n'est pas là pour faire l'insertion sociale, on est là pour faire l'insertion économique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous les parcours qu'on fait pour nos jeunes, la finalité, c'est l'emploi. C'est l'emploi. C'est l'emploi parce qu'on pense que l'épanouissement et la réussite personnelle, elle passe par pouvoir avoir un emploi. On est aussi un acteur de développement économique. Que quand vous arrivez à former sur un territoire, sur un bassin d'emploi, sur un bassin de vie, aussi un bassin d'emploi, que les jeunes qu'on accompagne ici, on puisse les mettre en stage dans les entreprises du territoire, qu'on puisse aider les entreprises du territoire à recruter sur le territoire, on contribue aussi à la création de richesses humaines, mais aussi économiques. C'est important d'avoir cette finalité-là. C'est pas de l'occupation, c'est de la réussite. C'est ce que vous exprimez d'ailleurs lors de l'inauguration, lorsque vous parliez vous disiez que les hubs de la réussite, c'est une solution offerte à chaque jeune. C'est cette idée que vous vouliez véhiculer justement, que vous leur proposez quelque chose du début jusqu'à la fin et à la sortie, ils ont quelque chose. Alors, vous parliez de 7 jeunes sur 10. Alors, et les 3 restants, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, les 3 restants, c'est assez varié. Les fonctionnements des écoles de chance, c'est comme une entreprise. Vous avez une période d'essai, vous avez un stage obligatoire, et après vous êtes en alternance. Il y a des jeunes qui parfois sont pas encore prêts à avoir ce rythme-là, ce cycle-là, et donc il y a de l'échec. Et donc oui, cet échec de 3 sur 10, qui est divers et varié. Il y a des jeunes qui, après la période d'essai, c'est nous qui mettons fin parce qu'on considère qu'ils n'ont pas encore la maturité du projet ou les clés de la réussite. Vous dites aussi, il faut une part de leur volonté. Il faut qu'ils montent l'escalier, voilà. Comme vous disiez. Et s'ils veulent pas, on peut pas le faire à leur place. Et donc oui, il y a une partie qui ne réussit pas, comme tout, comme quand vous avez un employé. Quelquefois, vous mettez fin à une période d'essai. Mais est-ce que vous les dirigez vers d'autres structures? Alors oui, là, on va travailler avec les missions locales, avec les opérateurs du territoire pour parfois les mettre en EDI, s'ils ont besoin d'être sortis du territoire, parce qu'ils ont besoin de bouger. Il y en a qui vont partir parce qu'ils ne trouvent pas leur voie là, repartir sur d'autres formations. Mais on ne va pas avoir un parcours avec eux, parce que c'est quand même... c'est des jeunes qu'on va prendre qui vont être pendant 8 mois chez nous à 35 heures, en commençant à 8h30 le matin.
Ça peut un peu bouleverser leur quotidien qu'ils avaient jusqu'à présent. Voilà. Donc il faut quand même une certaine maturité dans leur parcours pour qu'ils puissent pouvoir subir, j'allais dire, ce parcours-là. Alors, pour compléter, il y a un vrai réseau jeunesse sur le territoire avec un bureau information jeunesse, effectivement Pôle emploi mission locale, mais aussi RPAE, Rencontre pour l'égalité d'accès à l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de dispositifs possibles qui peuvent encore relancer le projet du jeune. Ouais. Il y a aussi les coachs de développement par le sport. Voilà. Il y a le coach sportif. Il y a beaucoup de choses. Vraiment, un jeune à Chanteloup peut être soutenu si, voilà, j'ai envie de dire, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. La cité Simone Veil, elle sera ouverte quand ? Il y a un délai ? Alors oui, il y a un délai. Il est prévu, qu'elle ouvre à la rentrée 2024. 2024, voilà. D'accord. Donc avec toute cette difficulté de travailler tellement en amont avec les enfants, les parents, qu'on n'est pas dans la même temporalité avec les habitants. Donc on est sur le fil, en fait, mais on travaille quand même avec les habitants. À savoir que quand on a commencé à se concerter avec des enfants, en 2024, ils seront même plus scolarisés dans l'équipement et dans les écoles avec lesquelles on a travaillé. Voilà. Mais c'est ça aussi, la politique de la ville, c'est ça. Tous les projets de rénovation urbaine, ça prend du temps. On est vraiment, on fait de la dentelle et la communication, c'est important. Et l'émission aujourd'hui, j'espère, relèvera. Je me penche un peu, je vois que l'école sur laquelle ça doit être construit, elle est toujours là. Donc, oui. Il est prévu. Il faut déjà la détruire. Il y a encore des enfants même dedans. Non, j'ai pas dit tout de suite. Attends que ça sonne. En fin d'année, vous voyez, c'est quand même pas si lointain. Donc à l'automne 2022. Ok. Voilà. On va poursuivre un peu cette conversation justement avec des jeunes qui ont bénéficié soit de la Smart Université, soit de l'école de la deuxième chance. Et puis après, on parlera aussi de formation et d'insertion, qui est un dossier évidemment essentiel. Merci beaucoup, Cathy Labouille. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous propose tout de suite quelques témoignages de jeunes qui sont passés par l'école de la deuxième chance. Bon, on va illustrer ce dont on vient de parler avec Benjamin Schroon, avec trois jeunes qui sont là, formidables. Vous allez témoigner, vous allez nous raconter votre parcours. On va commencer par vous. Par moi. Vous êtes d'accord ? Vous êtes Sarah Azim, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et vous avez fait l'école de la deuxième chance à Chanteloup. Oui. Et ça vous a permis de trouver un emploi, puisque je crois que vous êtes à la mission locale intercommunale Poissy-Conflans. Oh, vous le dites bien. En fait, grâce à l'école de la deuxième chance, j'ai eu l'opportunité de faire un stage de 2 mois à la mission locale intercommunale Poissy-Conflans. Et après ce stage, j'ai signé un contrat CDD, 1 an. Et en même temps, j'ai préparé mon diplôme. C'est un VAE pour un poste d'agent d'accueil et agent administratif. Et j'ai fait 1 an, j'ai travaillé 1 an à la mission locale, donc c'était bien, c'est bien passé. Et ils m'ont dit même qu'ils vont renouveler mon contrat, donc je suis très content. Ah ouais. Donc voilà. Comment vous êtes arrivé là ? Comment vous êtes arrivé oui, pas après. C'est ça, avant, oui, absolument. Comment vous êtes arrivé dans cette école de la deuxième chance. En fait, j'étais orientée par la mission locale parce que j'étais inscrite à la mission locale. Et ma conseillère, Madame Elena Papin, il m'a orientée à l'école de la deuxième chance. Mais vous étiez quoi, au lycée avant ? Vous étiez... Non, pas du tout. Je faisais rien. Donc je faisais Vous avez des stages. abandonné l'école ? Arrêté l'école ? Non, pas du tout. En fait, moi, je viens de l'Italie. Donc, j'avais un diplôme opticien. J'ai cherché dans l'opticien, mais je n'ai pas trouvé. Donc voilà, et j'ai vraiment, avec l'école de la deuxième chance, grâce à ça, j'ai eu l'opportunité de changer vraiment de projet. Et je ne savais pas que c'était la première fois que je travaille dans l'administratif. Donc c'est bien passé. Ah d'accord. Ah oui, vous venez d'Italie, donc vous êtes arrivé comme ça. Tu peux faire l'interview en italien ? En italien, ma... Pas en italien, non.
Ah non, c'est formidable. Là. Et donc, vous êtes adressé à la mission locale, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on apprend à l'école de... C'est quoi l'école de deuxième chance? En fait, c'est un accompagnement renforcé. Chacun il a vraiment un accompagnement forcé parce que moi avant je ne savais pas mes compétences, donc je ne savais même pas que ça peut m'intéresser l'administratif. Donc c'est avec eux qui doucement ils m'ont vraiment aidé, même pour le français, donc parce que je ne parlais pas. Et voilà, c'est vraiment pour m'aider, pour savoir mes compétences, pour vraiment le projet professionnel de le chercher. On a fait plusieurs tests pour voir, donc voilà. Et je pense que c'est très bien fait. Ouais, ça vous a mis sur le chemin de l'emploi déjà. Oui, c'est ça. Ouais. C'est formidable. Merci. On parle un peu avec Adèle Touré. Oui. Alors, vous êtes étudiante en première année de BTS. Alors là, c'est négociation, digitalisation, relations clients. C'est ça, oui, c'est ça. Je ne comprends pas tout, hein, mais ça a l'air bien. Alors vous avez bénéficié de la Smart Université, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais alors, avant, quel était votre parcours? Vous étiez au lycée, vous avez passé le bac? Oui, j'étais au lycée, j'ai obtenu mon bac en 2019, un bac pro-vente. Et après, j'ai voulu chercher du travail. Donc j'ai travaillé pendant 1 année et j'ai voulu reprendre mes études, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. Et c'est 1 année après que, grâce à la mission locale, j'ai trouvé la Smart Université et que j'ai pu m'inscrire pour reprendre mes études. Et c'était quoi les freins quand vous avez voulu reprendre les études? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas trouvé J'étais pas déjà prioritaire sur Parcoursup. Donc forcément, sur ça, mes vœux n'ont pas été acceptés. Après, j'ai essayé... C'était quoi vos vœux? J'ai essayé des vœux en communication, en assurance, en immobilier, en tout ce qui concernait mon BTS un peu, en NDRC, en MUC, et aucun des vœux n'a été accepté. Du coup, grâce à la mission locale, j'ai pu trouver cette formation et à l'heure actuelle, j'utilise... On en a un petit peu parlé on a beaucoup parlé même avec Benjamin Schkoun de la Smart Université, mais concrètement, ça se passe comment? Pour moi, personnellement, ça se passe plutôt bien. Ça me permet de travailler à côté, justement, et chercher vraiment... Ça veut dire que vous obtenez des cours par correspondance, c'est ça? C'est à distance, mais on est dans des locaux. Mm-hmm. On a des ordinateurs, on peut travailler à distance. Et oui. Et c'est ça. Et il y a des gens, des coachs, enfin, qui sont on a avec notre vous, coach avec nous qui nous aide, qui nous fait 1 fois par semaine, elle nous voit, elle nous fait un point pour savoir un peu ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, si on a du mal, elle nous aide, elle est toujours là pour nous. Et si on a besoin d'elle, on va la voir et on en discute avec elle. C'est bien. Donc on est à la fois, on a les cours d'université, hein, comme c'est un étudiant, et on est quand même aidé, suivi par des coachs, quoi. Et elle est toujours disponible pour nous, donc ça c'est super. On est à distance, mais on a quand même quelqu'un pour nous accompagner à tout moment. Raphaël acquiesce, hein, donc je pense que ça va pas arriver. Et vous disiez, vous travaillez, c'est en alternance, c'est un contrat d'alternance? Non, pas du tout, c'est un CDI que j'ai eu après mon bac. J'ai réussi à trouver un travail et je suis là-bas. Je suis devenue formatrice d'ailleurs, je forme les nouvelles recrues là-bas. Et ça me tenait vraiment à cœur de trouver une formation dans laquelle je pouvais également travailler à côté. Et grâce à la Smart... Vous arrivez à faire les deux? Oui, justement, j'arrive à faire les deux. Je travaille le soir et j'ai cours à la Smart la journée. Et à terme, quelles sont vos perspectives, vos objectifs? Qu'est-ce que vous voudriez faire là, après cette formation? J'espère déjà obtenir mon BTS et ensuite continuer mes études dans une licence en marketing. D'accord. Oui. C'est bien, oui. Donc tout ça vous a permis de reprendre des études, de travailler en même temps, d'être suivi. C'est ça. Donc voilà, c'est un parcours formidable. Alors Raphaël Lips, oui, bonjour. Vous êtes l'aîné, hein, vous êtes en 2e année C'est ça. de BTS, commerce international. Vous, je crois, vous étiez parti en Australie, c'est ça? Alors oui, j'ai eu un parcours un peu atypique parce que quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu faire une formation normale en licence. Et en fait, sur Parcoursup, j'ai pas eu mes premiers choix. Et j'étais dans une formation... Sens de quoi vous vouliez faire? C'était éco-gestion. Donc voilà. Et c'était un peu loin. C'était... non, je me rappelle plus. C'était plus de 1h30 de transport aller, 1h30 retour.
Et en plus, c'était des cours magistraux qui me plaisaient pas trop. Et du coup, j'ai décidé de quitter la fac et je me suis mis en idée de partir en Australie. Donc voilà, j'ai travaillé pendant une année à peu près. J'ai économisé de l'argent et je suis parti une année complète en Australie. Pareil qu'on trouve du boulot facilement en Australie, c'est vrai? Alors, à l'époque, oui, il y a 10 ans, c'était très facile. Maintenant, il y a quand même beaucoup de gens comme moi qui tentent leur chance en Australie. Il y a du travail, hein, mais souvent, c'est du travail un peu dur, etc. Mais oui, on peut trouver du... C'est quoi, vous? J'ai fait plein de boulot. J'ai fait la plonge, j'ai fait du service, j'ai travaillé dans les champs, de la distribution de prospectus. Donc, ouais, j'ai fait plein de trucs différents. Voilà. Et quand vous revenez, évidemment, difficile de s'inscrire quelque part. Bah oui, parce que déjà, le système français, après 2 ans sans travailler, il nous considère comme déscolarisés. Et trouver une école quand on est déscolarisé, c'est pas top. Enfin, c'est pas le plus facile, quoi. Et surtout que j'étais revenu trop tard d'Australie, j'étais revenu en juin, et que toutes les procédures de Parcoursup et tout étaient déjà finies, et que depuis l'Australie, c'était dur pour moi de postuler, de faire tous les entretiens et tout pour les écoles, et du coup, j'ai pas pu m'inscrire à une école. Voilà. D'où la Smart University, voilà. C'est ça? Donc, je suis allé à la mission locale de Mantes-la-Jolie, à côté de là où j'habite. Et ils m'ont redirigé vers la Smart Université. Donc voilà, après j'ai eu un entretien, on a vu ensemble ce qu'on pouvait faire et j'ai été accepté. Et aujourd'hui, vous en êtes où là du coup? Donc là, du coup, je suis en 2e année. J'ai réussi à passer ma première année ici, tout s'est bien passé. On est bien encadré, comme Adèle nous l'a précisé, on a une coach qui veille sur notre avancement et tout. On a aussi de temps en temps des intervenants qui viennent. On a notamment un prof d'anglais, Michel, qui vient tous les mercredis bénévolement. Et on avait aussi un prof de maths qui est venu plusieurs fois. Et donc en fait, voilà, on est bien accompagnés, on avance à notre rythme, vu que c'est les cours en ligne. Quand on est en cours magistral, souvent, il y a un truc qu'on n'a pas bien compris et on est déjà passé à autre chose. Et voilà. Alors que là, s'il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre, de prendre notre temps pour bien travailler dessus. Et comme ça, on est sûr d'avoir bien tout compris. Et voilà, donc j'ai passé ma première année, maintenant je suis en 2e année. Alors vous êtes assez courageux parce que vous avez fait cette 2e année de BTS. Vous travaillez en même temps? Oui, c'est ça. Donc, la semaine et le week-end, c'est ça? C'est ça. Donc la semaine, 2 fois par semaine, le jeudi et le mardi. Je suis tuteur dans le projet de soutien scolaire, justement, dont vous aviez parlé, je crois. Comme j'ai vécu 1 an en Australie, j'ai un petit niveau en anglais. Donc je peux me permettre d'aider des lycéens en anglais, ou même sur la méthodologie, vu que j'ai eu un bac ES sur l'économie, l'histoire, etc. Et voilà, ça se passe super bien. Et le week-end, je suis jardinier. J'ai pris mon expérience en Australie. Vous avez appris en Australie? Oui, j'ai appris avant en France. Je travaillais au Polo Club de Paris. Ah non, mais c'est extraordinaire parce que d'ailleurs, je pense qu'on devrait... à la fin du cursus classique, on voyait les jeunes à l'étranger. Déjà, ça ouvre sur le monde. C'est sûr. Ou alors faire venir des Italiens. Par exemple. Oui, mais après, il faut les former. Il faut les former. Oui, non, c'est bien, vous êtes heureux d'avoir trouvé vos fausses cursus qui vous permis de trouver un emploi, vous permis de reprendre des études. C'est quand même bien, quoi. Oui, c'est sûr. Parce que, vous avez beaucoup de potes, de copines, de copains qui ont un peu les mêmes cursus que vous? Moi, personnellement, j'ai des amis qui sont en cursus professionnel. J'ai une autre amie qui a un master, qui vient de le finir, là. Et donc, tout le monde a plus ou moins un peu des parcours différents. Donc, oui, c'est... La même. La plupart de mes amis ont réussi à trouver des formations dans des écoles et actuellement ils travaillent et font leur formation aussi. D'accord. Moi non, j'ai pas des amis qui vraiment en fait, moi je les pousse un petit peu quand même. Ouais. Donc je leur dis il faut aller à l'école, il faut travailler, il faut pas rester à la maison. Donc quand ils me voient un petit peu, ils regardent que j'ai fait quand même, je viens d'arriver, j'ai fait un parcours, je suis en contrat et je travaille. Donc un petit peu je les pousse pour lui dire voilà, il faut quand même bouger. Oui, il faut dire que voilà, c'est très bien ce que vous avez fait, mais vous avez voulu aussi le faire. Enfin, faut vouloir bosser, faut bosser à un moment. Oui, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas de secret.
S'il n'y a pas la volonté de la personne elle-même, personne ne peut rien faire pour elle. Hein. Oui, c'est ça. En tout cas, bravo et merci de vos témoignages. Je crois que c'était intéressant d'avoir voilà, comment ça se passait concrètement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci et puis plein de réussite pour vos projets. Merci beaucoup.